l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion de la parution il y a quelques jours du livre « Traître », nouvelle histoire de l'infamie, vous nous racontez un général qui incarne à lui seul la figure de la trahison aux États-Unis, Benedict Arnold. Ah oui, c'est un traître parmi les 15 autres qui sont passés en revue dans ce livre signé par toutes sortes d'auteurs, d'historiens de premier plan comme Éric Anceau, Thierry Sarment, Jacques-Olivier Boudon, j'en passe et des meilleurs. Et c'est une analyse extrêmement sérieuse et non pas anecdotique. C'est tellement facile de traiter la trahison par ce biais d'événements qui furent le résultat de la décision d'un personnage de trahir ou de changer de camp ou de refuser d'obéir, et bien des événements historiques sont concernés par cette lecture. Et bien moi, oui, en effet, je me suis arrêtée sur Benedict Arnold. Le texte est de Raphaël Laloux et dont Stéphane le disait à l'instant, c'est l'homme qui est considéré comme le traître américain par excellence, parce qu'en pleine guerre d'indépendance des États-Unis, il a changé d'allégeance. Il est passé du service des Américains aux tuniques rouges des Anglais. Et comment, de façon tout à fait grave et caractérisée par des activités de renseignement, en acceptant contre de l'argent de livrer aux Anglais la forteresse de West Point, une place forte stratégique dont le commandement lui avait été confié, et enfin, tout aussi grave, en 81, en commandant auprès des Anglais contre ses anciens frères de combat, frères d'armes, brièvement certes, mais directement, une légion américaine qui était passée côté anglais. Et il a fini par fiche le camp à Londres. Alors pour la plupart des historiens, que cette question n'a jamais cessé de déchirer, c'est un vrai problème, hein, Benedict Arnold, traître ou pas, eh bien, les qualités tactiques, les choix stratégiques, l'engagement personnel, comme les qualités de meneur d'homme d'Arnold sont tout à fait indiscutables, et de ce point de vue, il est reconnu comme un homme qui avait les talents d'un Washington, si vous voulez. Il était adoré, admiré par ces hommes dont il exigeait beaucoup, c'était une tête brûlée. Et dès 1775, il s'engage très sincèrement et intégralement pour les libertés coloniales. Il prend des forts le long de l'Hudson, il s'illustre dans une série de raids contre les Anglais. Et alors à ce moment-là, pour le remercier, le Congrès lui offre un superbe cheval d'apparat. Et là, il a dû commencer à tiquer, parce que il va aussi jouer un rôle absolument majeur dans la victoire décisive de Saratoga, 19 septembre et 7 octobre 1777. Donc, si vous voulez, dans toutes ces premières années de guerre d'indépendance des États-Unis, Arnold est l'un des esprits dominants de l'armée américaine. C'est vraiment la figure du héros. Mais il y a quand même un petit hic, une petite faille, déjà une fracture, c'est qu'il se brouille avec plusieurs figures du commandement. Raphaël Laloux écrit « Il est sur la pente de l'orgueil, de la fierté et de l'amertume, estimant toujours qu'on ne le récompense pas suffisamment de ses mérites. » Donc l'histoire du cheval d'apparat, déjà il avait dû trouver que bon, c'est bien gentil, mais enfin c'était pas beaucoup. Autre fragilité du personnage, il a tendance à mélanger un peu trop affaires militaires et financières, notamment quand il sera commandant de Philadelphie. Il fait quand même un peu de business, si vous voulez. Et il faut pas oublier que son père était un marchand qui a fait faillite et qui a sombré dans l'alcool. Donc cette histoire familiale est certainement toujours présente dans lui, son besoin de faire des affaires et de gagner sa vie et d'être récompensé. Alors en 1781, il obtient de Washington, qui lui fait entièrement confiance, qu'il considère comme un Lafayette, pas comme son fils, mais enfin qui a la plus grande estime pour lui. Il obtient le commandement de la garnison clé de West Point, qui est l'un des verrous de la colonie de New York. Mais à ce moment-là, l'Anglais Clinton lui fait savoir qu'il lui propose une très grosse somme d'argent pour capituler, pour lui livrer West Point. Et dès ce moment-là, Arnold cède, et il devient, dans les petits papiers chiffrés en anglais, l'espion Gustavus Monk. Et malheureusement pour lui, son agent de liaison, un certain Major André, est arrêté par des troupes américaines, et on trouve sur lui tous les documents qui désignent Arnold comme étant devenu un agent anglais. Ces documents sont immédiatement apportés à Washington, alors que Washington allait précisément arriver à West Point et retrouver son grand ami Arnold. Donc vous voyez, ça s'est joué, en plus c'est très théâtral, parce que ça
est très dramatique et tragique. Ça s'est joué à quelques heures près. À quelques heures près, Washington arrive, l'autre a appris que son agent a été chopé, donc Arnold s'enfuit, bien sûr, il s'embarque sur un navire anglais, où vont le rejoindre plus tard sa femme et ses enfants. Le jeune agent de liaison André, lui, qui était un Anglais d'origine française, figurez-vous, lui, il a été pendu, hein. Alors voilà, Arnold, le grand héros déchu, passé au service des Anglais, se retrouve en Angleterre. Et il déclarera plus tard, parce que bien sûr il a cherché à se justifier, d'autant plus que l'histoire lui a donné tort, hein. Il a déclaré qu'il était partisan d'une paix de compromis, un retour des Américains dans le giron anglais, mais libres de leurs affaires et de certains choix politiques et juridiques. Et en fait, il y a bien des Américains qui partageaient cette idée, qui trouvaient que l'aventure de l'indépendance était un petit peu hasardeux et qui se disaient, si les Anglais nous fichent un peu plus la paix sur le plan commercial, s'ils nous lâchent la bride, pourquoi pas rester dans le giron anglais? Et c'est cette hésitation sur l'indépendance du nouvel État qui explique le mieux le geste d'Arnold. Et alors, dans la proclamation qu'il adresse aux Américains en 1780, il dit quand même, en gros, vous ne m'avez pas assez remercié et récompensé pour mes victoires. Là, il y avait quand même derrière ça un gros sentiment d'absence de reconnaissance. En Angleterre, il est reçu par George III. Il est consulté sur les affaires américaines jusqu'à leur terme en 1783. On lui donne des terres et des domaines au Canada. Mais c'est dans le discrédit de sa terre de naissance, dans une suite de duels scandaleux, d'affaires commerciales malheureuses, de procès, de misère, soutenu par sa famille, mais sans amis, qu'il termine sa vie au terme de 21 ans d'exil anglais à Londres. Il meurt donc le 14 juin 1801. Voilà, Stéphane, pourquoi il faut que vous pensiez constamment à nous mettre mieux en valeur, Jean-Luc et moi, car nous souffrons beaucoup de cette absence de reconnaissance de votre part. Et nous aussi, nous pourrions bien finir par écrire un nouveau chapitre de Traître, nouvelle histoire de l'infamie. Très bien, merci Clémentine. Et je rappelle que ce livre, cette série est dirigée par Franck Favier et Vincent Eigele, est paru aux éditions Passé Composé.